Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Je suis le docteur Pouna pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le promoteur du Mardi Médical. Je suis jusqu'à il y a quelques jours, j'étais médecin généraliste, mais là je suis déjà résident en radiologie et imagerie médicale à la faculté de médecine des sciences biomédicales de Yaoundé. Donc ce soir nous allons recevoir un de mes aînés académiques, le docteur Assoumou Lionel, qui est également à la faculté de médecine des sciences biomédicales de Yaoundé et qui est interne senior en gynécologie obstétrique, également en service au centre médical Saint-Alphonse. Alors il va nous entretenir ce soir sur la césarienne, c'est-à-dire en quoi consiste la césarienne, pas tant que ça, mais surtout pourquoi est-ce qu'on va parler de césarienne plutôt qu'accouchement par voie basse, pourquoi est-ce qu'on va opter pour la césarienne. Donc c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire au fur et à mesure que la présentation avancera. On prendra les questions. Alors, centre Saint-Alphonse. Alors, je viens de t'envoyer une demande d'ajout. Et tu pourras rejoindre le direct. Nous allons commencer la présentation. Merci à ceux qui sont nouveaux dans le Mardi Médical. Je vous invite à partager à votre entourage et vous abonner à la page si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien manquer. Je tiens également à préciser que le Mardi Médical a pratiquement 1 an. Et pour fêter l'anniversaire du Mardi Médical, nous organisons une campagne de santé qui se tiendra le samedi 11 novembre 2023 à l'orphelinat Rafa, qui est situé juste en face de la garde présidentielle du Cameroun, au quartier Mélène. Vos contributions sont les bienvenues. Je vais essayer, c'est vrai que j'avais déjà fait un post dessus, mais je vais essayer de mettre encore en commentaire de ce direct les différentes modalités de contribution, c'est-à-dire des dons en nature, vous pouvez les faire, des dons en espèces, vous pouvez les faire soit par PayPal, soit par Orange Money, aux adresses qui figurent sur la page. Donc, en attendant que le docteur essaie de nous rejoindre, n'hésitez pas à partager le direct à votre entourage. Docteur, je t'ai envoyé une demande d'ajout. Je ne sais pas si tu l'as vue. Essaie juste de l'accepter, s'il te plaît. Merci d'être patient, s'il vous plaît. Donc, je t'ai envoyé une demande, mais tu n'as pas accepté. Si tu peux, envoie-moi une demande, toi, comme ça, je vais juste t'accepter simplement. Merci à ceux qui viennent de se connecter. Docteur Lionel, je ne sais pas si tu as vu ma demande d'ajout. Essaie juste de l'accepter, nous allons commencer. Ou alors, si tu n'as pas reçu ma demande, tu essaies de voir parmi les icônes qui se proposent à toi. Il y a l'une d'elles qui te permet d'envoyer une demande de participation vidéo. Je vais t'accepter simplement, nous pourrons commencer. Je tiens à présenter les excuses déjà pour le petit retard que nous accusons. On attend simplement que l'invité se connecte. En attendant que nous commencions effectivement la présentation, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager le lien à votre entourage pour faire profiter également vos proches du partage de savoir qui sera fait ce soir sur le thème de la césarienne. Alors, donc, je viens de t'envoyer une nouvelle demande. Je ne sais pas si tu la vois. Si tu ne la vois pas, essaie de toi m'envoyer une demande, s'il te plaît. Il ne faut pas qu'on perde davantage de temps. OK. Désolé une fois de plus du retard. Docteur Lionel, je n'ai pas vu tes demandes. Je t'ai envoyé une autre demande encore. Je ne sais pas si tu l'as reçue. Je ne comprends pas pourquoi ça ne connecte pas directement. D'accord. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Ça va très bien. J'avais déjà peur qu'on ait des soucis de connexion encore ce soir, mais je pense que ça ira très bien.
Donc, merci d'avoir répondu présent au rendez-vous de ce soir. Je sais que tu es nouveau dans le mardi médical, mais le principe, c'est le suivant. Tu as 25, les écouteurs font un peu de bruit là. OK. Tu as 25 à 30 minutes maximum pour nous faire une présentation. Après ta présentation, je reprends la parole pour essayer de faire un résumé. Question de mettre à jour les retardataires. Ensuite, nous allons prendre au fur et à mesure les questions qui auraient été posées de façon chronologique. Donc, je le présente une fois de plus. C'est le docteur Assoumou Lionel, interne senior en gynécologie obstétrique, qui est très apprécié par le corps médical et surtout par les patients. Donc, je pense que la présentation sera assez fluide parce que c'est quelqu'un qui n'est pas coincé dans la médecine, mais qui sait s'ouvrir au public. Donc, je vais me muter, je te passe la parole pour la présentation. Ok. Bonsoir Yves Valérie. Merci pour l'honneur que tu me fais d'être l'invité de ton émission ce soir. Félicitations d'abord euh, pour le résultat, je te applaudir. Bienvenue à l'école des grands. Bienvenue à l'école des grands. On va travailler beaucoup ensemble. Donc, je suis encore fatigué parce que hier même, je sors de garde. Si tu regardes mes yeux, il y a encore un peu de ça. On a fait beaucoup de césariennes hier. Donc, je me suis réveillé à peine à 18h30. Donc, on va aller de façon spontanée, hein. On va aller de façon spontanée. C'est quelque chose qu'on fait chaque jour. Donc, d'accord. Je sais pas si tu me relances pour commencer ou bien je vais bientôt. Oui, oui, c'est bon, donc tu peux commencer. Ok. Concernant la césarienne, pour mon exposé, il sera simple, il sera plus interactif qu'autre chose. Il faut comprendre que, en gros, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va commencer par là. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'il y a deux modes d'accouchement. L'accouchement par voie basse et l'accouchement par voie haute, n'est-ce pas? L'accouchement par voie basse, c'est l'accouchement classique que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'enfant sort par les voies génitales et on est tranquille. L'accouchement par voie haute, c'est ça la césarienne. La césarienne, étymologiquement, ça vient de césare qui signifie couper, inciser. Et il faut comprendre quand est-ce que ça a commencé. À l'époque, à l'antique romaine, il y avait ce qu'on appelle la lettre césarée. La lettre césarée, c'est consistait à enlever l'enfant à une mère qui est morte ou bien qui est sur le point de mourir. Et certains disent que ça venait de Jules César. C'est pour ça que Jules César, césarienne. C'est donc, voilà, la césarienne. Mais c'est en 1882 que Max Sanger a découvert qu'on pouvait ouvrir et fermer l'utérus. C'est à partir du moment où il a su qu'on peut fermer l'utérus que la césarienne moderne est véritablement apparue. Donc, ça venait de Max Sanger. Maintenant, la césarienne, c'est quoi? La césarienne, en termes scientifiques, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à une laparotomie plus hystérotomie dans le but d'extraire l'enfant. C'est pas la parotomie. La parotomie, la paro, qui veut dire la paro, qui veut dire abdomen, tomie qui veut dire ouvrir, qui veut dire utérus, tomie qui veut dire ouvrir. Donc, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à une ouverture de l'abdomen, puis une ouverture de l'utérus, dont la parotomie et hystérotomie, dans le but d'extraire l'enfant. Donc, on ouvre l'abdomen et ses couches, on ouvre l'utérus et on fait sortir l'enfant. C'est ça la définition d'une césarienne. Maintenant, il faut noter que la césarienne, c'est un acte de plus en plus anodin, dont il est de fait de plus en plus fréquemment. Les médecins sont de plus en plus entraînés pour faire la césarienne, ce qui fait en sorte que c'est quelque chose de plus connu. Qui sont concernés par la césarienne? Pas les hommes en tout cas, pas les hommes. Toute femme en âge de procréer peut être concernée par la césarienne. Tout simplement pourquoi? Parce que la césarienne n'est pas est un acte qui est délicat, dans le sens où c'est pour ça que nous faisons en tant que médecins gynécologues font les consultations prénatales. Il existe des césariennes programmées et des césariennes d'urgence. Il y a un postulat simple qui dit lorsque vous accouchez, vous ne savez pas forcément comment ça va finir. Pourquoi? Parce que en fonction des consultations prénatales, on peut décider est-ce qu'une césarienne
sera programmée en fonction du pronostic que nous voyons chez la femme ou pas. Mais maintenant, on peut ne pas programmer une césarienne, mais l'accouchement termine quand même par la césarienne. C'est ce qu'on appelle des césariennes d'urgence, n'est-ce pas? Les césariennes programmées, on a les césariennes programmées, c'est-à-dire en fonction des consultations prénatales, on a établi que en fonction de telle ou telle condition, vous ne pouvez pas accoucher par voie basse. Madame, nous allons programmer votre césarienne tel jour. Maintenant, il peut arriver, parmi ces césariennes programmées, on a deux types, dont les césariennes programmées par votre gynécologue, et il existe également des césariennes de convenance. C'est de plus en plus courant de nos jours, dont des femmes qui décident elles-mêmes, je préfère accoucher par césarienne. C'est possible, ce n'est pas impossible de le faire. On appelle ça des césariennes par convenance. Maintenant, dans les césariennes d'urgence, qu'est-ce qu'une césarienne d'urgence? Une césarienne, c'est-à-dire, vous étiez éligible à accoucher par voie basse après vos consultations prénatales, mais pour des raisons qui dépendent soit de la mère, soit du fœtus, où on se retrouve en train de faire une césarienne. Parmi ces césariennes d'urgence, il y a les césariennes semi-urgentes, urgentes et d'extrême urgence. Les césariennes d'extrême urgence, ce sont les césariennes généralement qui sont faites lorsque vous entrez en travail et la vie de la mère est menacée. La vie de la mère ou la vie du fœtus sont menacées. Parce qu'il faut comprendre une chose. Lorsque il y a un problème à la sortie du fœtus qui peut entamer la vie soit de la mère, soit du fœtus, on se retrouve en train de faire une césarienne. Dans le cas d'extrême urgence, par exemple, comme je le disais tantôt, si la femme saigne et que nous nous rendons compte que le saignement menace la vie de la mère, on va directement au bloc, que l'enfant soit vivant ou pas. On va au bloc pour sauver la vie de la mère. Ça, c'est une césarienne d'extrême urgence dans le but de sauver. Généralement, on appelle ça saignement antépartal menaçant la vie de la mère. Parce que si vous n'agissez pas urgemment, la mère peut partir. Et la mère est la priorité. Il y a maintenant des césariennes d'extrême urgence dans le but de sauver le fœtus. C'est-à-dire, vous venez, vous avez un bassin qui est bon, tout est bon, vous entrez en travail. Et puis, à un moment donné, on fait un toucher, on se rend compte qu'il y a le cordon de l'enfant qui vient avant sa tête. Ça veut dire que s'il appuie sur le cordon, il va mourir. Là, on déclare c'est code rouge. On va au bloc pour sauver la vie du fœtus. N'est-ce pas, lors des précédents du cordon. Également, l'enfant peut être là, vous êtes en train de travailler, vous évoluez tranquillement, le bassin est même bon, vous pouvez accoucher par voie basse. Mais lorsqu'on fait un monitoring, on se rend compte que le cœur du bébé ne bat plus bien. Que le cœur du bébé, si on n'agit pas d'extrême urgence, le bébé peut partir. Là, on est amené à faire une césarienne d'extrême urgence dans le but de sauver la vie du fœtus dans les cas d'asphyxie fœtale aiguë. Maintenant, il y a d'autres types de césariennes qui sont des césariennes d'urgence. C'est-à-dire, on a quand même des délais. On se dit, sur 1 heure ou 2 heures, on peut retirer l'enfant, même des fois, même sur 12 heures. Les césariennes d'urgence, généralement, c'est lorsqu'il y a des disproportions céphalopelviennes. C'est-à-dire, la femme est entrée en travail, mais on se rend compte qu'il y a une disproportion entre le bassin de la mère et le fœtus. C'est-à-dire, le fœtus ne peut pas sortir. Là, on se donne quelques temps et on fait une césarienne pour sortir le fœtus parce que si on laisse, on peut aller à un travail obstructif et même souvent le décès de la mère par rupture utérine. Donc, dans ce cas, on parle de césarienne d'urgence, n'est-ce pas, pour disproportion céphalopelvienne. Donc, il y a une disproportion entre le bassin de la mère et le poids ou bien la présentation du fœtus. Donc, dans les DCP, on va pas entrer, ça c'est plus spécialisé. Il y a les DCP par malposition parce que l'enfant est mal positionné. Il peut venir en transverse, il peut venir dans une position qui n'est pas adéquate. Ça, c'est un autre domaine. Maintenant, dans les césariennes d'urgence, il y a également une pathologie très fréquente. Par exemple, hier, on a opéré plus de 3 éclampsies chez des jeunes filles. C'est ce qu'on appelle l'éclampsie et la pré-éclampsie. Ce sont des maladies hypertensives. Donc, pendant la grossesse, la tension peut augmenter parce qu'il y a un défaut d'échange entre la mère et le fœtus. Et certaines femmes vont avoir des tensions qui s'élèvent. Et quand on remarque ça, prend une tension, on se rend compte que la tension est élevée, on fait une protéinurie, la protéinurie est élevée. On se retrouve en train de faire une césarienne pour pré-éclampsie ou éclampsie. Ce sont des césariennes d'urgence parce qu'on a un délai. Mais il ne faut pas trop retarder, sinon on peut perdre non seulement la mère et le fœtus. Maintenant, il y a les césariennes
semi-urgente, c'est lorsque vous avez une femme, par exemple, qui vient avec un utérus cicatriciel et macrosomie, elle est en travail, césarienne et macrosomie, autant pour moi, elle n'est pas en travail, parce que si elle est en travail, ça devient une urgence. On se dit, on la prépare calmement et on fait une césarienne en semi-urgente. Donc, il y a des césariennes semi-urgentes. Maintenant, dans les césariennes, il faut noter qu'il y a des césariennes, il y a des situations où, c'est-à-dire, vous venez, comme on a dit, saignement menaçant la vie de la mère, il n'y a pas de discussion. Saignement menaçant la vie de la mère, asphyxie fœtale aiguë, il n'y a pas de discussion. Mais il peut arriver cas par cas, des situations au cas par cas. Par exemple, je sais que c'est une situation que beaucoup s'interrogent. Le cas d'une femme qui a déjà été opérée, donc un ventre unicitaire, qu'est-ce qu'on fait? On discute au cas par cas. Un bébé qui vient en présentation de siège, c'est-à-dire on vous dit, madame, votre enfant vient avec les fesses. Qu'est-ce qu'on fait? C'est discutable. C'est en fonction de votre obstétricien qui discute. Vous attendez les jumeaux. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà les questions que beaucoup se posent. Vous attendez le bébé, on a dit le bébé est trop gros. Mais ma cousine a accouché avec 4000 grammes, c'est sorti. Pourquoi moi, on dit que moi, on doit m'opérer? C'est au cas par cas. Vous n'êtes pas votre cousine. Vous n'avez pas les mêmes bassins. C'est au cas par cas. Et si vous êtes porteuse de certains virus ou de certaines pathologies, c'est au cas par cas. Concernant, première des choses, il faut comprendre que quand on vous a déjà opéré 2 fois, je n'ai pas dit une fois, 2 fois, c'est d'emblée la césarienne. Donc, si vous avez eu une césarienne et après on a fait une deuxième césarienne, on ne peut plus vous faire accoucher par voie basse parce qu'il y a trop de risques. Rupture utérine et le décès de la mère, il y a trop de risques que vous encourez si on a déjà ouvert l'utérus 2 fois. Mais si on vous a opéré une seule fois, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de cicatrice. C'est-à-dire, c'est un ensemble de conditions qui dépendent de la mère, du fœtus et même de la cicatrice. Et l'obstétricien peut vous dire, si vous remplissez les conditions pour accoucher, pour qu'on tente une épreuve de cicatrice, c'est comme ça qu'on appelle ça. Est-ce qu'on peut tenter une épreuve de cicatrice? Il faut que sur le plan du fœtus, le bébé ne soit pas trop gros. Il ne doit pas peser plus de 3500 grammes. Il doit venir avec la tête en hospitaux, il y a bien fléchi. Il faut que le bébé, il y ait un seul fœtus. Si on vous a déjà opéré une fois et que vous avez les jumeaux dans le ventre, on va vous opérer. Il faut qu'il y ait un seul fœtus. Sur le plan de la mère, il fallait que l'ancienne césarienne soit pour une condition récurrente, non récurrente. Non récurrente, c'est-à-dire que ça ne dépendait pas forcément du bassin de la mère ou bien c'est quelque chose qui peut changer avec le temps. Par exemple, si vous avez un bassin dystocique, dont on sait que vous ne pouvez pas accoucher par voie basse, là, on ne va même pas essayer. Mais si vous avez un bassin qui est dans les limites de la normale, c'est une situation, la maman, elle est le bassin qui est normal, mais la première fois, par exemple, il y avait une souffrance fœtale, c'est pour ça qu'on a opéré. On se dit qu'on peut tenter parce que son bassin est bon. La première fois, on n'avait pas opéré parce que le bassin n'était pas bon. Et également, il faut que la cicatrice ait moins de 18 mois. C'est-à-dire, parce que si l'espace intergénésique, donc l'espace entre les deux césariennes est trop court, on va d'emblée vous opérer. Mais si on a au moins 18 mois, on sait que bon, on peut vous donner une chance. Donc, il y a des conditions. Ça, c'est très spécialisé. C'est votre obstétricien ou bien un médecin bien formé qui, lorsque vous avez déjà été opéré, est capable de dire, on va essayer la voie basse. Et lorsqu'on essaie la voie basse, c'est sous haute surveillance. Donc, une femme qui a déjà eu une césarienne, si les conditions sont remplies, elle peut accoucher par voie basse, n'est-ce pas? Mais si les conditions ne sont pas remplies, nous allons indiquer la césarienne. Concernant la question du bébé qui vient en siège, il y a plusieurs écoles. Il faut savoir qu'il y a l'école anglo-saxonne et l'école francophone. Les francophones sont très obstétriques, sont très laissés accoucher par voie basse. Donc, ils essayent beaucoup de choses. Vous allez voir dans certaines littératures francophones, on vous démontre des accouchements chez des triplés. Vous allez voir des expériences pareilles. Mais chez les anglo-saxons, ils sont très pro-césarienne. Donc, les indications sont plus strictes. Donc, dans l'accouchement de siège, d'emblée, on va vous dire que si vous êtes primipare,
c'est-à-dire la première grossesse et que l'enfant vient en siège, c'est très dangereux parce que il y a possibilité qu'en sortant, la tête de l'enfant reste bloquée parce que le, le col n'est pas encore suffisamment entraîné suffisamment flexible. Donc, en sortant, le col peut retenir la tête du bébé. C'est pour ça que généralement, lorsqu'on n'imprime pas et que le bébé vient en siège, on indique la césarienne généralement. Si vous avez des jumeaux et que le premier vient en siège, c'est une indication de césarienne, si le premier vient en siège. Donc, c'est-à-dire, on dit, vous avez des jumeaux, madame, le premier ne vient pas avec la tête. C'est une indication de césarienne. Maintenant, même ça, c'est un peu discuté parce que vous allez voir, certaines littératures, c'est rare, mais d'autres vont te dire, si elle est grande multipart, même si le premier vient en siège, on peut tenter. Il faut comprendre que l'obstétrique, c'est l'étude du risque, l'étude de la faisabilité. Donc, chaque obstétricien peut partir à l'instant, c'est-à-dire, j'évalue quel est le risque pour la mère, quel est le risque pour le fœtus, quelles sont mes compétences, est-ce que je peux gérer ceci ou est-ce que je ne peux pas gérer cela, est-ce que je suis dans un cadre qui me permet de gérer telle ou telle situation. Donc, l'obstétrique, c'est vraiment, c'est pas une science que on a dit que c'est ça, c'est ça. Nos maîtres nous répètent ça tout le temps. Il y a des guidelines, il y a des codes, mais à l'instant, au cas par cas, vous pouvez agir différemment. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une utérus cicatricielle à 30 semaines, le bébé est petit, on vous a dit, on ne fait pas telle chose, mais vous savez que si vous essayez, rien ne va se passer parce que le bébé est trop petit. Donc, c'est comme ça que vous pouvez réfléchir. Dans l'obstétrique, c'est vraiment une science, c'est la capacité de prévoir les complications et d'intervenir à temps et de connaître ce que vous risquez quand vous le faites. C'est plus ça. Donc, en gros, concernant les indications de césarienne pour l'individu lambda, je crois qu'on a brossé parce qu'on ne va pas entrer dans les détails plus scientifiques que ça. Parce que concernant le déroulement de la césarienne maintenant, il faut savoir qu'une césarienne, lors des consultations prénatales, n'est-ce pas, on prépare la césarienne. Vous allez voir, il y a des bilans de fin de grossesse qu'on appelle les bilans préopératoires. Quand vous allez voir votre gynécologue, on va vous donner un bilan vers la fin. Les femmes disent que ça sert à quoi? On va vous donner une numération formule sanguine, tant de prothrombine, tant de céphaline kaolin, TPTCK. C'est parce qu'on prévoit que aucune grossesse, on ne connaît pas à 100% l'issue, on ne connaît à 100% l'issue de grossesse. Donc, on prépare systématiquement les bilans parce qu'on se dit que s'il y a un souci pendant le travail, en salle d'accouchement, ces bilans, on peut aller au bloc directement sans plus trader. C'est pour ça que systématiquement, à partir de 36 semaines, on donne un bilan préopératoire à toutes les femmes. C'est dans les guidelines. Certaines guidelines demandent même de faire une consultation pré-anesthésique à toutes les femmes. Mais dans notre contexte, on ne le fait pas systématiquement. On le fait si nécessité quand on vous évalue en salle d'accouchement ou bien si on a programmé votre césarienne avant. Mais dans certaines littératures, on demande de faire une consultation pré-anesthésique systématiquement. La consultation pré-anesthésique, c'est quoi? Avant d'entrer au bloc, nous ne pouvons travailler sans nos confrères qui sont les médecins anesthésistes réanimateurs et les infirmiers anesthésistes réanimateurs. Donc, c'est une confraternité. On ne vous opère pas sans qu'il y ait présence d'anesthésiste. Donc, il est important pendant la préparation que vous voyez un anesthésiste pour qu'il décide comment on va vous anesthésier. Il y a plusieurs modalités. Les plus communes sont l'anesthésie locale, c'est-à-dire on pique le dos vers ici et on endort seulement le bas et on vous opère. La deuxième modalité, c'est qu'on vous endort complètement pour vous opérer. On appelle ça une anesthésie générale. Donc, quand le médecin anesthésiste vous consulte, il est à même de dire est-ce qu'on va faire une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale. C'est le médecin anesthésiste avec toute son expérience qui sait ce qui est mieux pour vous. Il n'y a pas que non, l'autre qu'on endort est meilleur que l'autre, non. Le médecin anesthésiste sait ce qui est mieux. Ils sont des professionnels de santé. Pendant la préparation, donc, si la césarienne était programmée, vous entrez un jour avant l'intervention, vous entrez à l'hôpital, vous ne devez pas manger durant un certain nombre de temps. C'est le médecin anesthésiste qui va vous donner les délais. On vous prépare. Mais dans le cas où c'est une césarienne d'urgence, on vous pousse directement lorsqu'on découvre le problème. C'est ça la préparation. Lorsque c'est une césarienne programmée,
vous allez avoir, vous lavez avant, on va vous dire un ensemble de choses. Mais quand c'est césarienne d'urgence, on lance directement. C'est un peu ça pour la préparation. Concernant l'acte chirurgical en lui-même, c'est plus spécialisé. Il faut ouvrir la peau, le tissu sous-graisseux, et ainsi de suite. Je ne pense pas que, parce que Valérie m'a dit que c'est vraiment pour étayer la société. Il y a également les techniques de césarienne, Miss Gavlada, les techniques classiques. Nous n'allons pas entrer dans tout ça. Je crois que pour les questions, à base de vos questions, on va un peu plus pousser pour répondre à vos questions. S'il y a un point qu'on a omis en échangeant, je pense qu'on va revenir dessus. Mais en gros, c'est ça. C'est ça la césarienne. Donc, c'est cet acte chirurgical qui consiste à une hystérotomie, laparotomie, une hystérotomie. Et les indications sont soit programmées, soit d'urgence, d'extrême urgence en fonction de ce qu'on a dit. Je crois que, en grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir de la césarienne. Donc, on ne paie pas, aucun obstétricien ne va au bloc pour rien. Il faut des conditions et les conditions sont discutables ou non discutables. Et quand c'est discutable, c'est comme on le dit, c'est vraiment discutable. Donc, c'est en fonction des compétences de l'obstétricien, en fonction de comment il voit, comment il pressent, comment il sent le truc qu'il indiquera la césarienne. Merci. Merci, docteur, pour la présentation qui était hyper enrichissante, même pour nous, les personnels du corps médical. Alors, pour les retardataires, je vais essayer de faire un bref résumé qui, en réalité, ne va pas rentrer dans tout ce que le doc a dit parce qu'il y avait tellement de choses à dire là qui ont brillamment été évoquées. Il était question ce soir de parler de la césarienne. Alors, Modena Académie de Docteur Assouma a commencé son propos en disant qu'il existait deux modes d'accouchement, comme je l'ai dit dans le propos liminaire hier. L'accouchement par voie basse, qui est ce qu'on connaît classiquement, ce qui est même représenté chez les animaux, c'est-à-dire simplement via le vagin, l'enfant est mis hors de la maman. Et maintenant, l'accouchement par voie haute qu'on appelle la césarienne. Alors, l'étymologie de césarienne, ça vient de César, et comme le docteur l'a dit, qui veut dire couper. Il a remonté l'histoire en parlant de 1882, qui est la date à laquelle Max Sander découvre qu'on peut ouvrir et fermer l'utérus, sinon où il y a une certaine mondialisation de l'acte qu'on appelle la césarienne. Alors, la césarienne est définie par deux thèmes. En médecine, on parle de laparotomie et hystérotomie. Laparotomie peut être divisée en deux thèmes. Laparo, ça veut dire abdomen, et otomie, ça veut dire ouverture. Donc, laparotomie, ouverture de l'abdomen. Ensuite, hystérotomie, c'est-à-dire ouverture maintenant de l'utérus, ouverture de l'abdomen, puis ouverture de l'utérus. Je tiens à préciser que vous pouvez déjà poser vos questions en commentaire, nous allons les prendre continuellement après. Donc, c'est donc ça la césarienne, laparotomie plus hystérotomie. Maintenant, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, toute femme en âge de procréer peut être concernée par la césarienne. Il existe deux types de césarienne, deux grands types, la césarienne élective et la césarienne d'urgence. Lorsqu'on parle de césarienne élective, c'est cette dame-là qui a fait ses consultations prénatales et au cours de ses consultations prénatales, le médecin qui la suivait a vu, en fonction de certains critères qu'elle présente, qu'elle n'est pas éligible pour un accouchement par voie basse si on veut préserver sa vie et ou la vie du bébé, et la vie du bébé, même pas et où. Donc, on parle de césarienne élective dans ce cas. Et il y a également ce qu'on appelle les césariennes d'urgence, c'est-à-dire non programmées. Pendant les consultations prénatales, on voyait que le bébé avait présenté un bon poids, la maman présentait de bonnes caractéristiques. Mais au moment où la femme arrive à l'hôpital le jour de l'accouchement, certains paramètres changent et on est forcé d'aller au bloc. Donc, dans le cas des césariennes d'urgence, on a encore deux sous-types qui ont été élucidés par notre interne en gynécologie. Les césariennes semi-urgentes, telles que dans les DCP. DCP, c'est disproportion céphalopélidienne. Par exemple, un enfant qui vient, la maman a de poids normal, elle a une corpulence normale, pardon, l'enfant a une énorme tête. Dans la tête, il vient présenter la tête la première, la tête ne peut pas passer son bassin. On parle de DCP, c'est une césarienne semi-urgente. Il y a également ce qu'on appelle la pré-éclampsie et l'éclampsie, qui sont des maladies liées à l'hypertension artérielle en grossesse. Et si on ne fait pas sortir l'enfant dans les plus brefs délais, il y a risque qu'il meure. Dans ce cas, en réalité, dans le cas de pré-éclampsie et éclampsie, en réalité, on dit qu'il faudrait faire sortir l'enfant par la voie la plus rapide. Donc, c'est à l'obstétricien de juger. Si l'enfant est déjà à fleur du vagin et tout, qu'on peut le faire rapidement sortir par voie basse, on va le faire sortir par voie basse. Mais si, en fonction d'autres critères, l'obstétricien va décider, voilà, on fait une césarienne. On a également ce qu'on appelle les césariennes d'extrême urgence, c'est-à-dire qu'une femme est rentrée en travail, la mère présente des caractéristiques, ou alors le bébé présente des caractéristiques qui montrent que la mère et ou l'enfant sont en danger. Et dès qu'on se rend compte que la mère ou l'enfant est en danger, surtout la mère, parce que c'est d'abord la vie maternelle qu'il faut préserver, alors on va rapidement rentrer au bloc opératoire. Alors, le docteur a essayé de parler des cas où il y a souvent une discussion.
discussions pour savoir si on doit faire une césarienne ou pas, tel que l'utérus unicicatriciel. Alors, un utérus unicicatriciel, c'est l'utérus d'une femme qui a été opérée d'une césarienne une seule fois. Alors, lorsque vous avez été opéré d'une césarienne une seule fois, vous avez encore peut-être des chances d'accoucher par voie basse. Ceci va dépendre de votre obstétricien, c'est-à-dire de ses compétences, de comment il vous évalue, de certains critères que vous présentez. Et il pourra éventuellement, en fonction de certains critères, vous faire ce qu'on appelle l'épreuve des cicatrices. Les anglo-saxons parlent de stress test. Pour ceux qui sont même d'autres corps médicaux, on parle souvent de stress test, par exemple en économie, pour savoir comment est-ce qu'une entreprise réagirait en cas de crise. Donc, c'est un peu la même chose en médecine. On fait un stress test pour savoir est-ce que véritablement vous pouvez procéder à un accouchement par voie basse. Parce que dans le cadre des utérus unicicatriciels, ce qu'on craint, c'est la rupture utérine. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en travail, que l'utérus est en train de se contracter et tout, que l'utérus lâche complètement, il faudrait vraiment éviter cela. Donc, on vous fait une épreuve des cicatrices. Mais ça, comme il a dit, ça dépend vraiment de votre obstétricien. Donc, à côté de cela, il y a les mauvaises présentations. C'est-à-dire que normalement, on sait que l'enfant est censé se présenter avec la tête, mais bon, en médecine, on a encore des positions particulières. En cas de mauvaise présentation, donc, c'est discuté par votre obstétricien. En cas de gros fœtus, c'est discuté par l'obstétricien. Vous pouvez avoir votre cousine, comme il a dit, qui avait un gros bébé de 4 kilos, elle a accouché par voie basse. Ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez accoucher par voie basse avec un bébé de 4 kilos. Donc, ça se discute en fonction de votre praticien. Il y a également l'existence de maladies sous-jacentes. Il y a par exemple ce qu'on appelle je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a certaines maladies infectieuses qui pourraient dire que non, là, on ne va pas tenter la voie basse, là, on va tenter la voie haute. En fonction des questions, on peut entrer dans les détails. Alors, en nota bene, le docteur Assoumou a tenu à préciser que la césarienne est d'emblée. La césarienne, on a une césarienne d'emblée en cas d'utérus multicicatriciel. C'est-à-dire que si vous avez été opéré au moins 2 fois d'une césarienne, alors vous ne devez plus accoucher par voie basse. Donc là, ça ne se discute pas du tout. Alors, en ce qui concerne le déroulement de la césarienne, oui, en ce qui concerne le déroulement de la césarienne, il est question que vous fassiez ce qu'on appelle un bilan préopératoire. Le bilan préopératoire ici, c'est, comment dire, pour ceux qui ont été opérés, même pas seulement de césarienne, ils ont certainement eu à faire ça, numération et formule sanguine pour savoir si votre taux de sang est normal. Parce que vous savez, lorsqu'on vous opère, vous saignez, vous perdez un peu de sang. Il faudrait savoir déjà à quel point vous vous situez. On peut également vous faire certains examens liés à la coagulation. Donc ça, c'est généralement, on fait cela d'emblée à toutes les femmes enceintes à partir de la 36e semaine parce qu'on ne sait pas quelle sera l'issue de votre grossesse. Vous pouvez présenter une grossesse a priori normale, mais comme on l'a dit, vous arrivez le jour-là en salle de travail et on est contraint de faire une césarienne d'urgence. Il faudrait déjà qu'on ait votre identité sur le plan biologique pour savoir si vous êtes opérable. Bon, dans le cas des césariennes, donc, en plus du bilan préopératoire qui aurait été fait, on va vous faire ce qu'on appelle une constatation pré-anesthésique, c'est-à-dire qu'on va envoyer idéalement un médecin anesthésiste qui va venir vous voir et qui va vous faire également un check-in. Si c'est une césarienne élective, il va vous demander par exemple de ne pas manger un certain nombre d'heures avant l'intervention chirurgicale, voilà, toutes ces pratiques-là pour éviter. Parce que lorsque vous mangez, juste avant d'entrer au bloc opératif, il faut savoir que lorsqu'on vous anesthésie, généralement, vous êtes couché et il y a certains mécanismes qui ne dépendent plus de vous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des remontées, par exemple. Lorsqu'on vous met l'anesthésie, vos muscles en général, bon, particulièrement dans le cas de l'anesthésie générale, vos muscles sont un peu comme au repos. Vous pouvez avoir des remontées. Si vous avez des remontées de liquide qui viennent au niveau de vos voies respiratoires, ça s'appelle le syndrome de Mendelssohn. Ça pose un gros problème. Donc, on va vous demander de ne pas avoir mangé pour avoir votre estomac vide. Bref, il y a pas mal de critères dont on ne va pas forcément parler ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Donc, le médecin anesthésiste va vous faire ce qu'on appelle une consultation pré-anesthésique et va décider du type d'anesthésie qui sera pratiquée. Pour les femmes qui ont déjà été opérées d'une césarienne, elles le savent. Il y a certaines qui ont été piquées dans le dos. On parle d'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire que c'est juste la partie basse du corps qui est endormie. Ou alors l'anesthésie générale, où c'est tout le corps carrément qui est endormi. Vous n'êtes même pas conscient. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas une modalité qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment en fonction de votre statut, de votre corps. Alors, je pense que j'ai essayé de brosser rapidement ce qui a été dit. On va passer à la phase de questions pour ne pas perdre davantage de temps. Alors, la première question, docteur, est-ce que tu es avec moi, s'il te plaît? D'accord. La première question vient de mademoiselle Daniela Daïsa. Bonsoir, docteur. Merci pour la brillante présentation. La césarienne a-t-elle un impact sur le nombre de grossesses futures? Oui, la césarienne a un impact sur le nombre de grossesses futures parce que, comme on vous a dit, lorsqu'on vous a déjà opéré une fois, on va faire une épreuve de cicatrice parce que dès qu'on opère une fois, on fragilise légèrement votre utérus. Donc, il y a des risques en plus, des risques de rupture utérine qui sont non négligeables. C'est vraiment un des trucs sur lesquels l'obstétricien focus. Il ne doit pas avoir de rupture utérine, il ne doit pas avoir de rupture utérine. Maintenant, lorsqu'on vous a opéré 2 fois déjà,
Maintenant, il faut se dire que quand on est entré dans votre ventre 2 fois, puisque, comme on l'a dit tantôt, la césarienne n'est pas un acte anodin. Euh, c'est vrai que certaines littératures, les Américains disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 11 césariennes. Mais dans notre contexte, généralement, à 3, quand vous avez fait 3 césariennes, 4 césariennes, on commence à se poser les questions. Bon, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, judicieux d'arrêter? Avant même, on n'allait pas plus de 3. Mais maintenant, les obstétriciens sont de plus en plus qualifiés, les gynécologues, nos maîtres sont de plus en plus formés, et certains vont même à 5. Mais pour aller à 5, il faut vraiment que ce soit un bon gynécologue qui vous a opéré les 4 fois et il se dit que bon, je peux encore, parce que j'ai bien fait les autres, je peux encore rentrer dans ce ventre. Donc, généralement, quand on entre dans un ventre pour la 3e fois, on commence déjà à se poser, à se dire, est-ce qu'on peut encore entrer dans ce ventre? Ça, vous allez voir certaines femmes qui sont tricicatrisées, c'est-à-dire on a opéré 3 fois. On met en rouge que il serait préférable de ne plus opérer parce que quand il est entré, il s'est rendu compte qu'il y avait plein d'adhérences et tout et que ce serait compliqué pour celui qui va encore entrer. Mais des fois, on entre en fonction, parce qu'il y a des femmes qui cicatrisent mieux que d'autres. La nature a fait le corps ainsi. Certaines cicatrisent tellement bien. On entre 4 fois et puis on se dit, merde, waouh, on est entré dans le ventre 4 fois, on peut encore faire 5e. Dans ma petite expérience, je n'ai pas encore vu 6 au Cameroun, mais j'ai déjà vu 5. Donc, vous opérez 4 fois, on opère pour la 5e fois. Mais disons que quand vous opérez, ça réduit, disons que ça peut quand même avoir un impact, vu que c'est pas, ça a un impact sur les grossesses futures. Merci, docteur. Je pense que la réponse est assez précise. La question suivante nous vient de madame, pardon, Marianne Clara, je cite. Pourrais-je avoir un mot sur la pratique de la péridurale au Cameroun? La péridurale au Cameroun, péri autour du dural, ça se fait, il y a des grands frères, je ne vais pas faire la publicité ici, la centrale, des anciens internes qui le font très bien, très bien. Il faut comprendre que dans notre contexte, c'est encore un peu discuté parce qu'il y a certains maîtres qui ne sont pas pro-péridurale. Vous savez, lorsqu'il y a une nouvelle technologie, les anciens sont un peu réticents. C'est après qu'ils réussit à être convaincus et entrer. Mais vous allez voir, c'est pas très fréquent parce que pour l'instant, il y a encore des grands maîtres qui ne sont pas trop pro-péridurale. Mais ça se fait dans tous les hôpitaux. Dans la formation de nos confrères anesthésistes réanimateurs, ils sont formés en péridurale à partir de 2e année de résidana, 3e année de résidana. Un anesthésiste réanimateur est capable de faire une péridurale en bonnet du forme. Donc, ça se fait. On paye le kit, je crois que généralement c'est 35 000 et on paye l'acte du médecin anesthésiste réanimateur. En fonction de son background, il va vous donner son prix. Ça se fait. Surtout à l'hôpital central, il y a des médecins anesthésistes réanimateurs qui sont très bien formés en péridurale. Ça se fait. Il suffit juste qu'il y ait un médecin anesthésiste réanimateur parce que c'est un acte purement médical. Donc, on n'allait pas au quartier et dire qu'il y a un type là-bas. Ça doit être un médecin anesthésiste réanimateur qui doit vous faire la péridurale. Je crois que même l'infirmier anesthésiste réanimateur n'est pas habilité, je crois, parce que c'est un acte purement médical. Donc, ça se fait. Il suffit d'avoir un médecin anesthésiste réanimateur qui vous consulte. Lorsque vous préconisez la péridurale, il vous donne les modalités et il surveille parce que quand il fait la péridurale, le médecin anesthésiste réanimateur et l'obstétricien sont à votre chevet parce qu'il ne peut pas vous faire la péridurale et vous laisser partir. Généralement, c'est surveillé par le médecin. Donc, ça se fait au Cameroun sans problème. Et c'est pas si cher que ça parce qu'il y a des gens qui pensaient que ce sont les 1 million, les... Non, non, non. Vous payez 35 000 le kit et puis le MAR va vous donner le prix de son acte, donc de sa main, parce que c'est quand même un grand médecin qui le fait. Merci, docteur, pour la réponse. La question suivante nous vient de monsieur TNS Chi. Je cite. Bonsoir les docs, merci pour la présentation édifiante. À part la taille du bassin et le poids du bébé, quelles sont les conditions qui peuvent menacer à la césarienne programmée durant la grossesse? À part la taille du bassin et le poids du bébé, quelles sont les conditions qui peuvent mener à une césarienne programmée durant la grossesse? Ok. Donc, la question c'est, donc quand on évalue la dame, à part la taille du bassin et le poids du bébé, qu'est-ce qui peut mener? La tension qui s'élève. Si la tension s'élève, on peut décider
de programmer. Si elle n'est pas très élevée, dans une prééclampsie légère, on peut surveiller et tout et décider même, par exemple, d'aller entrer en fonction de la condition. Ça peut mettre la convenance, c'est-à-dire c'est la femme qui demande, comme on a dit tantôt, c'est de plus en plus fréquent, de césarienne de convenance. C'est quoi encore? Ça peut être, généralement, effectivement, c'est le bassin et la taille du bébé qui sont, ça peut même être toujours pendant vos consultations pré-anesthésiques, vous vous rendez compte que le cœur du bébé va vite, bat vite. Ça peut être que lorsque vous consultez, vous vous rendez compte que la femme a des varices au niveau du vagin. Ça peut être des varices au niveau du vagin. Ça peut être que l'eau a coulé alors qu'elle a une infection. Non, il a parlé de programmer. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire qu'on programme la grossesse? Il n'a pas parlé d'urgence. OK. Oui, ça peut être ça en gros. C'est généralement la taille du bassin et le poids du fœtus, mais il y a aussi certains autres éléments tels que, parce que quand on fait une constatation prénatale, on évalue plusieurs critères. Est-ce que le bébé, le cœur du bébé bat bien? Ça peut même être une malformation fœtale. L'enfant peut avoir une malformation. On se dit que peut-être il a une hydrocéphalie, une tête qui est très grosse. On voit les médecins pédiatres, les neuropédiatres, ils disent que bon, il peut vivre. On peut l'opérer dès qu'il sort et il faut qu'on opère, on sort l'enfant, on donne, on s'occupe de lui. Ça peut être ça. Donc, on trouve une malformation à l'échographie, on trouve euh, une infection qui serait mieux de faire sortir l'enfant par la voie haute. Ça peut arriver, même comme c'est très discutable. Merci, docteur. Alors, je vais un peu revenir sur la question pour te demander à toi, docteur, est-ce que la présence d'une pathologie telle que les condylomes au niveau du vagin ne sont pas également une indication de césarienne programmée? Puisqu'on sait que ça rend le vagin non élastique, qui le rend beaucoup plus friable. Est-ce que ça ne rentre pas dans ce cadre-là? Les condylomes, non, pas vraiment. Les condylomes, c'est plutôt les varices. Les condylomes, c'est qu'on peut encore rencontrer puisque les condylomes, c'est dû à quoi? C'est HPV, n'est-ce pas? C'est HPV. S'il n'y a pas, si les condylomes ne gênent pas vraiment le passage. Pour la question précédente, par exemple, on peut se rendre compte qu'il y a un myome qui est prévia. On peut se rendre compte qu'il y a un myome qui bloque le passage. Pour la question précédente, un myome prévia, donc un obstacle qui gêne au passage du bébé par le bas. Ça peut être un myome qui s'est placé là, ça peut être autre chose. Et on se retrouve en train de programmer la césarienne. Ça peut même être qu'on vous avait fait une myomectomie, parce qu'il faut comprendre bien, si on vous a opéré pour quelque chose qui touche l'utérus, si on vous a opéré pour quelque chose qui ne touche pas l'utérus, c'est autre chose. Par exemple, on a fait une appendicite, c'est autre chose. Mais si on vous a opéré, par exemple, de myome, c'est-à-dire on a incisé l'utérus, c'est une utérus cicatricielle. Et même un utérus cicatriciel plus dangereux que l'utérus cicatriciel de césarienne. Parce que si je parlais aux étudiants en médecine, j'allais classifier, dans les pots de cicatrices, j'allais classifier le type le type de cicatrice, parce que c'est important. Il y a les cicatrices de myomectomie, les cicatrices de césarienne. Les cicatrices de césarienne sont les plus bonnes parce qu'elles se forment sur le segment inférieur. J'aurais dû parler de ça dans ma présentation parce que je voulais parler également du segment inférieur pour dire aux gens que même Dieu avait prévu la césarienne parce qu'il y a un endroit qu'on appelle le segment inférieur qui, quand vous lisez la littérature, vous sentez que tout était fait pour que... Donc, c'était prévu déjà qu'on devait faire la césarienne au cours du temps. Parce qu'il y a un endroit qui s'amincit, qui est moins vascularisé et qui est prévu dans l'organisme de la femme à partir du moment, à partir de 28 semaines pour qu'on incise à cet endroit. Donc, en fait, la nature, je ne sais pas, pour ceux qui sont plus chrétiens, Dieu est merveilleux. Il a tout prévu, en fait. Le plan est parfait. On aime souvent dire, le pays doit avancer, le plan est parfait. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a un endroit qui est prévu pour la césarienne sur l'utérus. Donc, quand on insiste dans un endroit qui n'est pas prévu, par exemple lors des myomes, c'est beaucoup plus risqué de réentrer dans le ventre. Donc, c'est un point que j'avais omis. Pour les condylomes en eux-mêmes, non, sauf s'ils sont volumineux et qui gênent le passage de l'enfant. C'est là où on peut se dire qu'on peut. D'accord, merci docteur. La question suivante a été posée en langue anglaise par Madame Bunzo Zhang. Je cite: Good evening.
Thanks for the explicit presentation. Is it possible to have an epidural and still have a C-section? Good evening. Thanks for the explicit presentation. Is it possible to have an epidural and still have a C-section? Ok, je ne veux pas être, je suis pas médecin anesthésiste réanimateur. Je dois qu'on fait la spécialisation. Comme Valérie va entrer dans sa radio là, il fait sa radio. Quand j'ai un problème de radiologie, j'envoie. C'est pour ça qu'on segmente après la médecine générale. Chacun doit connaître sa chose, chacun doit savoir où ici, ce n'est plus mon domaine. Cette question, elle est plus pour le médecin anesthésiste réanimateur. Je vais quand même dire quelque chose, mais sous le contrôle et je ne. Les anesthésistes réanimateurs ont des modalités où ils font des anesthésistes combinés, péridurale associée à une anesthésie. C'est possible de combiner, c'est possible. Mais je ne vais pas m'aventurer dans ce tableau parce que ce n'est pas mon domaine de spécificité. Mais pour la question de madame, c'est possible qu'on combine. Je sais que les anesthésistes réanimateurs le font. Ils combinent des méthodes d'anesthésie. Ils combinent souvent en période. Ils ont leur terme technique. Ils combinent, ça se fait. Merci, docteur. La question suivante vient de madame Joyce Mbogo. Je cite: bonsoir les docs. Merci de nous confier votre savoir. Ma question est la suivante. Pourquoi certains praticiens pratiquent la césarienne alors qu'il n'y avait aucun signe d'alarme ni indication à la césarienne? Wow. Je pense que c'est même cette question l'intérêt de notre présentation. Il faut comprendre une chose. Le métier de médecine est un métier très difficile et très délicat. Parce que vous êtes confronté à des gens qui ne savent pas beaucoup de choses et des fois, ils sont têtus. Je vous dis, très peu de médecins entrent dans un ventre pour rien, très peu. C'est vrai que dans tout endroit, il y a le noir et le blanc. Il y a le noir et le blanc dans tout endroit. Mais contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas si fréquent que ça. Parce que des fois, comme je vous ai dit, il y a des indications discutables. C'est-à-dire discutables. C'est-à-dire un obstétricien, vous voyez, un pro-anglo-saxon. Comme vous avez dit, il y a des écoles anglo-saxonnes, il y a des anglo-saxons. Même dans nos grands hôpitaux, je ne vais pas citer, je ne vais pas entrer dans ça. Il y a ceux qui sont pro-césarienne, c'est-à-dire, ils vous disent que mieux vaut un enfant qu'on sauve vivant que d'aller jouer les héros. Il y a certains qui ont dit que ne joue pas le héros. Au père, cette dame, tu lui donnes son enfant en bonne et due forme. D'ailleurs, certains qui sont vraiment pro. Et la médecine est en train d'aller de plus en plus vers cela. Donc, on ne fait pas le héros. Parce qu'avant, il y avait les accouchements par ventouse, les accouchements par forceps, les manœuvres des manœuvres tellement compliquées que de nos jours, même à l'école, on nous apprend plus ça parce qu'on se dit que d'aller faire un acte héroïque et tu perds soit la mère, soit le fœtus, mieux tu opères, tu sors l'enfant. Et les anglo-saxons, comme je vous ai dit, sont très pro-césariennes. Il faut comprendre que c'est discutable. Un obstétricien peut vous voir et il dit que bon, vous avez accouché, vous avez déjà perdu 2 bébés, vous avez 31 ans. Oui, moi, je serais plus tranquille. C'est un enfant précieux. Je serais plus tranquille en vous opérant, en vous donnant votre enfant. Un autre vous dit, je vous laisse essayer, je vous laisse entrer en travail et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, vous comprenez que c'est à l'instinct. L'obstétrique, c'est vraiment, c'est l'instinct, c'est le miracle, c'est l'instinct. Donc, c'est pas que, ça que vous allez voir des femmes, elles disent, là, bon, on a dit qu'on allait m'opérer, je suis pas dit si j'ai accouché. On ne vous a pas dit que c'est impossible. Mais quand on mesure le risque, on se dit, mieux vaut ne pas. Et ceux qui sont pro-césarienne, dès qu'ils voient comme ça, ils disent non, 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 moi je vous opère, je ne veux pas les problèmes. D'autres vont être plus courageux, les gars comme moi, comme ça, bon, en blagueur. Mais il y a les gars plus courageux qui vous disent que non, bon, on va tenter quelque chose. Vous voyez, on va essayer sous haute surveillance, on va essayer. Donc, les médecins n'opèrent pas pour rien. Il faut revenir pour bien demander pourquoi il a choisi cette méthode. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a forcément un endroit où il s'est dit, non, c'est mieux d'opérer cette dame. Parce que, qu'on ne vous mente pas,
Tout le monde aime quand sa patiente accouche par voie basse. C'est plus facile pour tout le monde parce que imaginez, vous êtes là comme ça dans une garde. Si toutes les femmes accouchent par voie basse, comme hier là, si toutes les femmes accouchaient par voie basse, elles devaient pas être autant fatiguées. Elles devaient pas être autant fatiguées. Donc, c'est pas qu'on veut seulement vous opérer. Non, 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 ça ne se fait pas. Merci, docteur. J'aimerais rappeler à Madame Joyce Mbogo qu'il y a en médecine, même pas seulement en médecine, ce qu'on appelle le triangle éthique, c'est-à-dire qu'il y a le je qu'on doit satisfaire, qui sommes nous les praticiens, il y a le tu qui est la patiente, il y a le il qui est la société. On pourrait chercher à vous satisfaire, mais au prix de quoi? Prenez l'exemple d'un médecin qui décide de vous satisfaire en vous opérant par voie basse et finalement vous perdez votre enfant. Est-ce qu'il a répondu à toutes les normes qui sont définies par la société? Là, c'est un problème. Ensuite, il pourrait se retrouver dans des problèmes tels que maître, on le met en prison et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que le médecin prenne des précautions qui vont satisfaire tout ce triangle éthique-là. Et comme le Monné l'a dit tout à l'heure, aucun médecin, bon, on ne va pas dire aucun parce que voilà, aucun corps de médecin n'est parfait, mais il y a très peu de médecins qui vont aller dans un ventre pour des raisons, sans raison en fait. Il y a toujours des raisons qui vont pousser à aller là-bas. Et j'attire l'attention des patients à ne pas penser que le médecin est fou alors qu'il connaît plus que les patients. Lorsque le médecin vous dit qu'il y a indication de césarienne, vous avez beau lire 1000 articles sur Google, il sait pourquoi il vous dit qu'il y a indication de césarienne et il faudrait se fier à cela. Alors, docteur, j'espère que tu es avec nous. On va avancer à la question suivante qui nous vient de Madame Mabel Douagny. Je cite, en cas de césarienne générale pour une anesthésie, en cas d'anesthésie générale pour une césarienne, quels sont les risques pour le fœtus? Est-ce qu'il existe des risques pour le fœtus qui sont propres à l'anesthésie générale? Ouais, ouais. Très bonne question, très, très bonne question. Quand on fait une anesthésie générale, généralement, c'est la pression, c'est sur nous les obstétriciens. Parce que quand on fait l'anesthésie générale, il y a des drogues qui vont agir directement. Parce que généralement, quand on fait l'anesthésie générale, on doit sortir l'enfant en moins de 2 minutes, moins de 3 minutes, moins de 5 minutes. Parce que sinon, les médicaments qu'on a fait pour endormir la patiente vont aller se diffuser au niveau de l'enfant et ça, c'est pas bon. Donc, généralement, vous allez voir que quand on fait l'anesthésie générale, la pression est sur le médecin qui opère parce qu'il doit sortir l'enfant le plus vite possible. C'est pour ça qu'il y a eu des modalités qui sont sorties. Il y a la césarienne selon la technique de Stark, la césarienne classique et la césarienne selon Stark et Mister Lada. Vous allez voir qu'il y a une technique de césarienne qui permet d'entrer et de sortir l'enfant plus rapidement. Donc, quand on fait une anesthésie générale, oui, ça a un impact. Ça a un très grand impact, mais les professionnels de santé savent comment gérer et généralement, celui qui doit opérer, c'est-à-dire le gynécologue obstétricien, contrairement à ce qu'on vous a dit, le gynécologue, c'est un chirurgien. Donc, c'est une profession médico-chirurgicale. Le gynécologue opère. Le gynécologue opère. Contrairement à ce qu'on vous a fait comprendre. Donc, le gynécologue sait ce qu'il y a lieu de faire. Et généralement, il est conseillé de sortir l'enfant très rapidement. Or, quand c'est l'anesthésie loco-régionale, vous pouvez prendre votre temps, vous discutez, vous disséquez lentement, vous faites votre phalangielle tranquille, vous sortez l'enfant. Il y a moins de pression. Mais l'anesthésie générale, c'est pour ça que l'anesthésie générale, généralement, les médecins anesthésistes la, euh, le font en cas d'extrême urgence, dans les cas qu'on a cités plus haut. Donc, quand la vie de la mère est en danger, ou bien quand, si tu ne sors pas l'enfant rapidement, il va mourir. Donc, c'est là où, quand il y a vraiment une extrême urgence, on fait l'anesthésie générale parce qu'on doit sortir rapidement pour sauver un des deux. Mais dans les autres cas, la plupart du temps, quand le taux de sang est bon, les plaquettes sont bonnes, qu'il n'y a pas de contre-indication à l'anesthésie loco-régionale, on fait l'anesthésie loco-régionale. Mais s'il y a vraiment une extrême urgence, parce que quand vous faites de l'anesthésie générale, il faut aller très rapidement. Donc, ça a un impact. Merci, docteur. On a la question suivante qui nous vient d'un étudiant en médecine, monsieur Andy. Je pense qu'il n'était pas là au début de la présentation. Je vais citer. Bonsoir, doc. Merci pour votre présentation. Est-ce qu'un utérus cicatriciel peut être une indication de césarienne? Je pense que c'est au niveau de la discussion. Là, est-ce que tu pourrais encore dire un mot, s'il te plaît, doc? Est-ce qu'un utérus cicatriciel peut être une indication de césarienne? Comme on a dit, sur l'étudiant en médecine, moi, j'aurais dit plutôt qu'on va donner le devoir. Tu vas aller lire sur l'épreuve de cicatrice, vu que tu es étudiant en médecine. Et tu vas prendre mon numéro, on en rediscute. Tu vas lire on a parlé de ça très longuement. Donc, tu vas lire sur l'épaule de cicatrice, sur le plan de la mère, sur le plan du fœtus, sur le plan de la cicatrice, et on en rediscute. Donc, quand on a une seule cicatrice, il y a des
critères que toi, en tant qu'étudiant en médecine, tu dois déjà prendre parce que le médecin généraliste doit être capable de savoir si une femme avec une seule cicatrice est apte à accoucher ou pas. Donc, tu dois déjà commencer à maîtriser cela. Mais on a dit tantôt que quand c'est déjà deux, d'emblée la césarienne. Merci, docteur. La question suivante vient de Madame Bigné-Gracia. Bonsoir et merci pour la présentation. J'aimerais savoir si les femmes de petite taille sont d'emblée exposées à la césarienne. Ça me fait rire parce que lors de ma carrière précédente, il y avait une dame d'un mètre elle faisait à peine 1 m 40. Moi, quand je l'ai vue, j'ai demandé comment opérer cette dame. Elle a accouché. Elle a accouché. Moi, je regardais, je passais. On l'évaluait là. Moi, je ne sais même pas trop avec elle. Je disais que la femme, c'est trop courte. On va l'opérer. Est-ce que le bassin est adéquat? Elle a accouché tranquillement. Sa mère aussi était petite comme elle, petite de corps. Non, disons que la taille, c'est un peu comme, quand plus vous êtes petite, plus on se dit que vous pouvez avoir un petit bassin. Mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément accoucher par ça. Il y a des femmes qui, mais généralement, quand vous êtes petite et que le bébé est trop gros, vous avez moins de chances qu'une femme qui est corpulente. Disons que c'est un facteur prédictif. Mais on ne peut pas dire que comme vous êtes courte, non, c'est la césarienne. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est un facteur prédictif. On peut dire, elle a une petite taille, elle mesure une 32, elle est petite. Le bassin, si, est-ce que ça peut être adéquat? Maintenant, il dépend aussi si le bébé est petit, il a 2000 ou que si le bébé a 3800. Il est clair qu'une femme de petite taille, un 4000 grammes, à part vraiment que ce soit un miracle. Disons que plus vous êtes petite, plus c'est prédictif que si le bébé est trop gros, non, on va opérer. Et toi, on se dit non, elle est petite, son bassin sera probablement inadéquat. Mais si vous êtes petite, Si vous m'entendez, essayez de réagir en commentaire. Malheureusement, on a perdu l'invité, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait au moins que je sache si vous êtes encore avec moi et j'essaye de rajouter notre invité. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ne bougez pas. Je vais aller chercher notre... D'accord, merci. Merci pour le retour. Je vais aller chercher notre invité. J'espère que le téléphone ne s'est pas éteint ou un truc du genre. Oui, donc, un instant, s'il vous plaît. Ok. Ne vous déconnectez pas, s'il vous plaît. Je vais essayer de rajouter l'invité. J'espère qu'il s'est reconnecté déjà. Oui. Il est en ligne. Nous patientons. On espère qu'il va nous rejoindre. Docteur, tu croyais nous échapper aussi facilement? j'ai l'impression que plus on avance, les gens augmentent au lieu de diminuer. Ouais, les gens sont beaucoup plus là à la partie des questions-réponses. C'est ça qui est un peu plus intéressant. Donc, je pense que tu avais déjà dit le mot, ou alors tu voudrais terminer avec la notion de taille, Oui, petite ça, taille. donc la taille, c'est un facteur prédictif, mais on ne peut pas, ce n'est pas une indication qu'on va vous opérer. Donc, il y a des critères. C'est un peu comme les peaux de cicatrice. On évalue le bassin, on évalue la taille du fœtus, on se dit, bon, ok, c'est bon, ça peut passer, on peut lui donner ses chances. Il y a aussi un élément que j'ai oublié de stipuler, très important, c'est la notion de pelvic gift chez nous. Vous allez voir que la plupart du temps, quand une femme, parce que j'ai vu une question, pourquoi on demande un pelvis scan à 36 semaines? Alors, peut-être tu vas me reposer la question, mais avançons plutôt dessus. On va voir si... D'accord. La question suivante nous vient de Madame Voudina Thierry. Je cite, Evenings, Doc. Thanks for the excellent presentation. Please, I wanted to know what are the specific risks associated with a C-section and how to minimize them and to je vais reprendre. Evening docs, thanks for the excellent presentation. Please, I wanted to know what are the specific risks associated with a C-section and how do we minimize them? Je ne sais pas si le doc a suivi. La fin, je ne te comprends pas bien la fin.
What are the specific risks associated with a C-section and how do we minimize them? Donc, quels sont les risques spécifiques associés à la C-section et comment les minimiser? Mhm. Hmm, comment les minimiser? Je vais commencer par là. Comment les minimiser, c'est en faisant bien sa spécialisation, en étant un bon gynécologue obstétricien, en étant un bon médecin anesthésiste réanimateur, en maîtrisant le plus de techniques, en maîtrisant la gestion des complications. Donc ça, c'est vraiment votre obstétricien qui sait comment les minimiser en fonction de ça. Et les minimiser, c'est justement. Et être un bon obstétricien, c'est quoi? Être capable de prévoir. On fait les bilans de pré-accouchement, NFST, PTCK, fait une consultation pré-anesthésique en bonne et due forme. En fonction de ça, on sait qu'une femme qu'on va opérer à 14 grammes, on sait que bon, elle a 14, le taux d'hémoglobine est très bon. Ce n'est pas la même chose que quand je peux opérer une drépanocytaire qui est à 6 grammes. Quand je peux opérer une drépanocytaire qui est à 6 grammes, je prévois il y a 4 poches de sang, 2 avant la césarienne et 2 après, comme il y a une patiente demain qu'on doit prendre. Elle est en train de prendre ces 2 poches de sang et elle doit recevoir encore 2 poches de sang après l'opération ou même pendant l'opération même. Donc, minimiser, en fait, c'est faire de l'obstétrique, prévoir les complications, se dire comment prévoir. Donc, c'est ça, minimiser. Donc, en faisant de la bonne obstétrique, en anticipant sur les complications. Comment minimiser également, en étant un bon obstétricien, vous devez être capable de faire une autre opération, c'est-à-dire, vous devez être capable de savoir que, bon, on avait d'opérer la dame, si, quels sont les risques, qu'est-ce que je peux trouver dans le ventre? Je peux trouver une vessie ascensionnée. Comment je la gère? Quand on a ouvert ce ventre, elle était déjà en travail. Ça veut dire que le segment inférieur a minci et il est descendu. Comment je dois inciser? Je dois inciser plus haut. Ainsi de suite. Donc, c'est en étant un médecin, un obstétricien qui prévoit déjà les complications qui l'attendent. C'est une utérus cicatricielle de myomectomie. Elle avait mal. Je sais que je peux aller trouver une rupture utérine là-bas à l'intérieur. Comment je me prépare psychologiquement à aborder l'opération? C'est ça, minimiser. Maintenant, la première question, c'est quels sont les risques? Comme toute opération, intervention chirurgicale, la césarienne a un risque de morbidité. En fait, tout ce que vous faites dans la vie, même quand vous vous levez pour sortir, il y a un risque de morbidité. La moto peut vous prendre ici, là, en route. Donc, il y a un risque de morbidité dans tout ce que vous faites. Hein? Donc, quand on vous pose derrière sur la table, ça, c'est risque. L'anesthésie, il y a des risques qui sont liés à l'anesthésie, comme le docteur vous a payé le syndrome de Mendelssohn. Ça peut être que pendant qu'on fait une anesthésie loco-régionale, il y a une montée de bloc. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier aussi, hein. Les chrétiens, il faut beaucoup prier. Il faut prier. Il y a aussi Dieu dedans. Donc, il faut beaucoup prier tous les jours, matin, midi, soir, même pendant le bloc. Il faut prier. Il peut avoir une montée de bloc, il peut avoir, il y a plein de choses. Ça peut être un saignement. Et il y a même, ça peut être un saignement pendant l'intervention qui est dû, par exemple, à la tenue utérine, qui peut aussi arriver lors de la classe. C'est qu'il faut savoir. C'est-à-dire, votre utérus peut ne pas se contracter et on se retrouve en train de rester là-bas pour pisser le sang, pour pisser le sang. Il y a des techniques pour pallier à ça, allant du B-Lynch à ligature des artères utérines, le B-Lynch et jusqu'à même l'hystérectomie. On peut se retrouver en train d'entrer dans une césarienne, on enlève votre utérus parce qu'il ne se contractait pas et il saignait. Donc, il faut savoir qu'il y a des risques. Mais même dans de l'accouchement par voie basse, vous pouvez saigner, perdre votre sang lors d'une déchirure du col ou bien même d'une atonie également. Et on se retrouve même en train d'entrer au bloc. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est seulement lié. Même l'accouchement par voie basse, ça, c'est risque. Quand vous venez accoucher par voie basse, il faut être prudent parce que ça peut se terminer par un bloc opératoire, même par la mort, si les obstétriciens ne soucient. C'est pour ça qu'il faut toujours que dans un cadre où il y a des praticiens qui sont capables de gérer, parce qu'on nous dit souvent que le chirurgien, ce n'est pas celui qui ouvre, c'est celui qui peut gérer les complications. Donc, quelqu'un qui peut gérer la plupart des complications, que quand ça le dépasse là, on sait que, gars, c'est que c'était ta part seulement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un acte qui a ses morbidités, comme l'accouchement par voie basse, il y a une morbidité. Il peut avoir des complications, un saignement, la tenue, les hémorragies du postpartum, même par césarienne, c'est possible et tout. Mais nous disons que ce n'est pas ça qui rend la césarienne dangereuse parce que même en sortant en route, comme on l'a dit,
même sortir à route, il y a des risques de morbidité. Même le Cameroun a des risques de morbidité, mais c'est le meilleur pays du monde quand même. Merci, docteur. On va prendre la question suivante qui nous vient de Madame Bini Gracia. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si les femmes qui ont fait beaucoup de césariennes sont exposées à des maladies telles que l'appendicite. Est-ce que les femmes qui ont fait beaucoup de césariennes sont exposées à des maladies telles que l'appendicite? Peut-être qu'il faut faire une recherche. Non. L'appendice, c'est un organe, ça n'a pas. L'appendice, c'est de son côté là-bas, en bas du sécom. C'est quoi ce sécom? C'est de son côté là-bas. Le côté, si peut-être vous pouvez me parler d'adhérence. Non, c'est pas documenté en tout cas. Peut-être on pourrait se pencher vers ça. Peut-être est-ce que les adhérences, après, les trucs peuvent créer. Mais il n'y a pas vraiment de documentation sur ça. Les femmes qui ont été opérées ne font pas plus d'appendices que les femmes qui n'ont pas été opérées. Donc, il n'y a pas vraiment de risque à ce niveau. Merci, docteur. J'aimerais préciser à Madame Bini Gracia qu'il y a un maladie médicale qui a été fait sur l'appendicite. Donc, elle pourrait le revoir et justement élucider le mécanisme qui conduit à l'appendicite. Elle verra que ça n'a aucun lien avec la césarienne. La question suivante nous vient de Madame ou Mademoiselle Paola Carmen. Je cite: bonsoir, donc merci pour cette présentation fluide. Est-ce que le fait d'avoir été opéré des myomes entraînera automatiquement une césarienne lors de son accouchement? Est-ce que le fait d'avoir opéré des myomes entraînera forcément une césarienne lors de l'accouchement? Est-ce que le fait d'avoir été opéré des myomes, oui. Si on vous a déjà opéré des myomes, comme j'ai dit, c'est un utérus cicatriciel avec une cicatrice qui n'est pas une cicatrice. En fait, dans la classification selon la cicatrice, il y a les utérus myomateux. Les cicatrices sont des cicatrices qui ne sont pas aciformes segmentaires. Donc, quand on a déjà des cicatrices de myomectomie, ce sont des indications de césarienne. Et il faut savoir que les cicatrices de myomectomie, moi ayant déjà vu ça 2 à 4 fois, sont des cicatrices qui font des ruptures très facilement. Donc, c'est une indication de césarienne. Merci, docteur. On va prendre la question. Sauf si la myomectomie a été faite, sauf si la myomectomie, par exemple, a été faite par voie basse, ou bien c'était un bistournage, ou bien on a fait une hystéroscopie pour enlever les myomes sous-muqueux, ça, c'est autre chose. Mais généralement, lorsqu'on a déjà incisé l'utérus, même si on n'a pas fait effraction, c'est mieux, c'est la césarienne. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Madame ou Mademoiselle Jenna Batine, je cite: est-ce que lorsqu'on a un cerclage, on a plus de risque d'avoir une césarienne? Est-ce que lorsqu'on a un cerclage, on a plus de risque d'avoir une césarienne? Non. Non. Le cerclage, c'est quoi? Le cerclage, c'est une méthode de façon lambda, c'est une méthode pour bloquer l'enfant, c'est-à-dire on met des fils pour faire, parce que votre col, il y a soit une incompétence cervicale, le col s'ouvre trop facilement. On protège juste le col pour que l'enfant ne sorte pas trop vite, parce que ce sont des femmes qui font des accouchements prématurés, des menaces d'accouchement prématurés de façon très fréquente. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on, un peu comme une porte qui n'arrive pas, en fait, la vue, c'est quoi? Les femmes qui ont une incompétence cervicale, c'est la porte qui n'arrive pas à se fermer. Donc, comme ça ne se ferme pas, les enfants vont sortir trop facilement. Donc, ce qu'on fait, c'est que le cerclage, c'est juste fermer la porte. Après, quand l'enfant est viable, vers 35-36 semaines, on décercle tranquillement. Si votre bassin, en fait, dès qu'on a décerclé, vous entrez dans les mêmes conditions que les autres femmes. Si c'est que donc, vous entrez dans les mêmes critères. Donc, si on vous opère, c'est parce que il y a un point qui a cloché parmi tous les points qu'on a cités. Mais le fait d'avoir fait un cerclage ne veut pas dire qu'on va forcément vous opérer. Mais maintenant, là, beaucoup de femmes qui ont fait le cerclage sont des femmes qui ont fait 4 fausses couches à répétition. Généralement, on peut être amené à faire la césarienne. C'est plus parce que la grossesse est précieuse que dû au cerclage en lui-même. Merci, docteur. On va prendre la question suivante qui nous vient de Madame Mabel. Merci, docteur. Quels sont les facteurs favorisant les grossesses extra-utérines? Y a-t-il un moyen d'éviter cela? Là, on vient amener quand même le docteur ailleurs. Mon frère. Sur la grossesse extra-utérine. Ça. Il ne faudrait pas qu'on fasse une exposé dessus. Et si le docteur veut quand même dire un mot, il n'y a pas de souci, mais on ne va pas s'attarder dessus. Ça, c'est tout autre. MST factice. MST factice, c'est un sigle qui
qui résume un peu les facteurs de grossesse extra-utérine. Oui, dans MST factice, on a quoi? On a l'utilisation de méthodes contraceptives, euh, on a les IST, les infections sexuellement transmissibles, par exemple le chlamydia. Le chlamydia, généralement, ça va donner des séquelles qui peuvent créer des adhérences, qui vous donnent plus de chances d'avoir une grossesse extra-utérine. Dans les infections sexuellement transmissibles, particulièrement le chlamydia, qui est très dangereux. On a les méthodes, par exemple, quand on prenait la pilule du lendemain, la progestérone va ralentir le péristatine, qui peut faire en sorte que chacun demande de ne pas prendre les pilules du lendemain comme les bonbons. Ça peut créer des grossesses extra-utérines. Il y a le tabac, il y a plusieurs choses qui sont résumées dans un cycle qu'on appelle MST factice. Comme vous avez dit, c'est pas l'objet de notre, notre webinaire aujourd'hui. Donc, il y a il y aura un mardi médical sur la grossesse extra-utérine. Il y a déjà eu un mardi médical qui était sur la Justement. GU, qui est disponible sur la page. Il faut juste un peu chercher. Je Il pourrais faut mettre la date en partir là-bas. commentaire pour que ce soit plus facile. Alors, on va prendre la question suivante qui vient de mademoiselle P. Clanton. Merci les docs pour la présentation, elle était très édifiante. J'ai une petite question d'esthétique ou pas. Lorsqu'une femme subit des césariennes à répétition, est-ce que le docteur rouvre à chaque fois l'ancienne cicatrice ou alors il fait une incision qui va créer une nouvelle cicatrice? C'est vraiment une question d'esthétique. Il est recommandé d'aller sur l'ancienne cicatrice ou légèrement au-dessus, mais de telle sorte que quand vous allez revenir sur la peau, vous enlevez l'ancienne. Donc, c'est vraiment parce que généralement, vous allez voir même quand on a fait une incision médiane, une incision qui remonte vers le haut. Quand on va opérer, on va resuivre la même cicatrice. Donc, on ne va pas faire une phalanxèle en bas, on va reprendre l'ancienne cicatrice. Donc, l'esthétique compte beaucoup parce qu'on sait que la femme, c'est la mère de l'humanité, la femme, c'est son corps, la femme, c'est l'esthétique. Généralement, on ne va pas vous donner 4 cicatrices. Donc, on fait le maximum possible pour suivre l'ancienne cicatrice, du moins en externe le plus possible. Et généralement, après, on enlève même l'autre et on refait. Merci. On a une nouvelle question de Madame Mabel qui, s'il vous plaît, c'est quoi les baby blues et quels sont les facteurs qui prédisposent à cela? Est-ce évitable? Merci. Madame Mabel qui À voulait quoi? savoir quels sont les facteurs de grossesse préutérine, voulait savoir ce que c'est que les baby blues et les facteurs qui prédisposent à cela. Le baby blues. Ah, le baby blues, c'est quoi? C'est gros, c'est une maladie, une pathologie je dis pas psychiatrique, psychologique, où il y a une inadéquation entre la mère, en français facile, la mère n'est pas contente de recevoir son bébé, elle est perturbée. Les facteurs, c'est quoi? C'est généralement l'âge. Une fille qui a 17 ans, le désir ou non de conception. Une fille de 17 ans qui ne voulait pas tomber enceinte. Et son gars, les facteurs socio-économiques, elle est dans une famille pauvre où elle ne sait même pas qui va payer. Vous voyez, donc tout ce qui peut pousser une femme justement à élever l'enfant, mais ça arrive à terme. Et puis maintenant encore, son copain n'est pas présent. Il est nerf, sa tête est nerf. Il a fui. Elle reste comme ça. Quand elle voit l'enfant, tous les nerfs. Donc c'est un peu ça le baby blues. C'est la maman qui n'est pas prête à accepter l'enfant pour des causes. Souvent même c'est qu'elle ne se sent pas prête à être mère, elle se sent fatiguée, donc elle ne se sent pas prête à être mère. Ou bien elle a trop souffert pendant la poussée. Elle se dit, c'est quel calvaire ça et tout. C'est ça qui peut créer le baby blues. Parfois, c'est lié même aux modifications, c'est-à-dire que son corps est devenu laid, entre guillemets, et elle se dit que c'est la faute de l'enfant. Et... Donc, je pense que c'est bon. Il y a une dernière question qui nous vient du docteur Campé. Je cite. Donc, comme tu es désormais. Non, non, là, ça n'a rien à voir. On va Quand tu racontes quoi? non, d'accord, on va pas aller. Donc, merci pour la présentation. Pour moi, c'était assez différent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un mardi médical qui était aussi interactif. Je pense qu'il y a des téléspectateurs qui veulent aller voir la Champions League. Là. Oh, Donc, je vais te donner la parole pour te non. faire. Et voilà, on va couper le live. Est-ce que tu as quelque chose à dire ensemble? Merci de m'avoir invité, Valérie. Félicitations encore pour ton résultat. Non, t'attends, Mélène. Les gars de Sud, même comme en radio, il n'y a pas trop de gars de supplémentaires.
Merci. J'espère qu'une autre fois, on aura l'occasion de parler d'un autre sujet. Ce que je vais dire, c'est que croyons en nous, croyons en nos rêves. Le pays doit avancer. On va faire changer ce pays. Donc, ça passe par vous, ça passe par nous. N'allons pas tous au Canada. D'autres doivent rester ici. On doit travailler ici. Hein? On va faire avancer le pays. Merci. Merci, merci, Croyons docteur. en Alors, ceux Dieu, qui vont croyons en Dieu, croyons en vous-même, croyons en la science. Merci, docteur. Pour tous ceux qui vont poser les questions en commentaire après, alors le docteur et moi, nous serons notifiés, alors apporter les réponses en commentaire. On va plus donner de réponses en direct. Et le Euh, docteur Kampi qui voulait savoir si les mardis médicaux vont être conservés malgré mon résidanat. La réponse mardi prochain. ok, aussi, disons merci, le centre médical Saint-Alphonse, je suis justement au centre médical Saint-Alphonse qui nous accueille, situé à Essos. Donc, de temps en temps, si vous avez besoin d'autres conseils, passez, c'est à la descente avenue Germaine. C'est une équipe jeune, une équipe qui veut faire avancer le pays. Donc, Très dynamique. on vous attend, très dynamique. Ils m'ont juste donné le local. Et pour ceux qui pensent que je travaille ici, je ne travaille pas ici. C'est juste qu'ils m'ont donné le Il est local. interne à la FMS, il ne travaille pas. Voilà. Je suis un Waman. Je vois. Merci, donc bonne mardi à tous. Ok.